régions du Burkina Faso vont bénéficier de subventions pour une gestion durable des ressources forestières. Le troisième appel à projet du Fonds d'intervention pour l'environnement a été lancé hier à Dédougou. C'est une initiative du gouvernement qui va coûter 2 milliards de francs CFA et qui bénéficie du soutien du Luxembourg et de la Suède. Le Burkina Faso est en phase de la bancarisation intégrale des agents de la fonction publique. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement envisage l'application effective de cette mesure à compter du 1er octobre 2017. Il s'agit en clair de mettre fin au système de billetage et d'amener l'ensemble des fonctionnaires de l'État à domicilier leur salaire dans les banques de la place. Mais quels sont les enjeux de cette mesure? La réponse dans ce journal. Une autre mesure qui pourrait entrer en vigueur en 2030 et qui ne concerne pas que le Burkina Faso, c'est celle de la limitation des naissances dans l'espace CEDEAO. Compte tenu de l'impact négatif de la natalité sur le développement des États de la CEDEAO, les parlementaires de cet espace proposent de limiter les naissances à 3 enfants par femme. Mais cette proposition suscite déjà la polémique. Vous entendrez dans ce journal le point de vue de quelques citoyens et d'un spécialiste en démographie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour commencer, la jeunesse scolaire et estudiantine du mouvement du peuple pour le progrès veut davantage jouer sa partition pour le rayonnement de ce parti. Cela passe par une maîtrise de l'idéologie du parti par les jeunes du MPP, une étape importante pour eux d'assurer la relève. À ce sujet, ils ont suivi une formation ce samedi à Ouagadougou. Pawadrogo Jansongo et Zalissa Sanfo. 12 août. Journée internationale de la jeunesse. Et c'est cette date que le mouvement du peuple pour le progrès MPP a choisi pour sensibiliser ces jeunes scolaires et étudiants sur leur contribution au rayonnement du MPP. Une occasion pour la députée marraine de cette journée de rappeler à cette jeunesse militante son rôle. Vous êtes l'espoir du parti et aujourd'hui c'est la jeunesse qui a l'honneur. Je sais que cette jeunesse a été pour beaucoup pour la situation que nous vivons aujourd'hui. Le changement que nous avons voulu, vous étiez aux avant-gardes et vous l'avez fait. Ce changement n'est pas fini. Il faut que nous arrivions à un développement économique et social. Et ça aussi, vous devrez être aux avant-postes parce que la société repose sur vous. Acquérir la maturité politique tout en étant jeune pour un militantisme vrai. C'est ce qui a motivé le choix d'une formation par le MPP pour marquer cette journée dédiée à la jeunesse. La question politique est une question générationnelle, comme quelqu'un l'a dit. Bientôt, vous serez aux commandes. Il est important de vous former. Il est important d'être éduqué, que ce soit l'éducation scolaire, professionnelle, politique. Il est important que vous puissiez aller apprendre. Donc, j'espère tout sincèrement que la journée d'aujourd'hui participera au renforcement des capacités politiques. Et pour un renforcement des capacités, plusieurs communications sont à l'ordre du jour et elles convergent toutes vers l'édification de cette jeunesse sur les idéologies du MPP. Ouvrons le chapitre environnement de ce journal. Le troisième appel à projet du Fonds d'intervention pour l'environnement a été lancé hier à Dédougou. Il va coûter 2 milliards de francs CFA et permettra de soutenir les initiatives locales de gestion des ressources forestières. Cette initiative du gouvernement burkinabé est soutenue par le Luxembourg et la Suède. Yves Rwamba et Yacouba Gourou. Un outil financier national pour répondre aux enjeux environnementaux au Burkina, c'est le Fonds d'intervention pour l'environnement. Ce troisième appel à projet du fonds, ici lancé, a pour but de susciter et de subventionner les initiatives locales en matière de gestion durable des ressources forestières. Il vise aussi la mise en œuvre des mesures d'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques. À partir d'aujourd'hui, 11 août, le compte à rebours est lancé jusqu'au 25 septembre 2017. 45 jours. Donc nous allons réceptionner tous les dossiers d'appel à projet. Pour ce troisième appel à projet, 2 milliards de francs CFA sont mis à la disposition des éventuels bénéficiaires dans 6 régions du Burkina. Il s'agit des régions du centre-ouest, des hauts-bassins, des cascades, du sud-ouest, du nord et de la boucle du Moun. À travers ce fonds,
Le département en charge des questions environnementales entend contribuer, entre autres, à la création des activités génératrices de revenus et à la gestion durable et participative des productions forestières. Au niveau du fonds, nous avons plusieurs guichets. Nous avons le guichet faune-forêt, changement climatique, conservation, produits forestiers non lieux et lieux également. Donc cela voudrait dire qu'aujourd'hui, à travers l'appel à projet, c'est d'accompagner les acteurs, aussi bien collectivités locales, sociétés civiles, ainsi que les organisations. Pour ce troisième acte, le Fonds d'intervention pour l'environnement a bénéficié du soutien du Luxembourg et de la Suède. Il a déjà réalisé 2 appels à projets et aujourd'hui, 173 projets sont en cours d'exécution. Le ministère en charge de l'environnement veut impliquer davantage les collectivités territoriales et les ONG dans la préservation de l'environnement. Les représentants de ces 2 entités se sont retrouvés pour échanger sur le rôle que chacun peut jouer dans la lutte contre la dégradation de l'environnement. L'atelier qui s'est tenu à Zignaré a mis l'accent sur l'application des politiques publiques en matière de protection de l'environnement. Nongwa Kouda et Vincent Tchendrebego. Associations, ONG et collectivités territoriales sont ici réunies sur la question de procédures de police environnementale. Il s'agit pour ces acteurs de réfléchir à la problématique de protection de l'environnement et à échanger sur leurs rôles respectifs. Il y a un certain nombre de difficultés que nos partenaires sur le terrain ne maîtrisent pas toujours. Et c'est pour cela que cette rencontre, qui va sensibiliser, aussi former, va permettre donc à ces acteurs-là de disposer d'outils. Les thèmes spécifiques qui seront abordés, c'est la gestion de nos forêts, la gestion des déchets, donc la création de décharges au niveau des collectivités et leur gestion, mais également la lutte contre les différentes formes de pollution et de dégradation de la nature, notamment la lutte contre la coupe abusive du bois, la divulgation des animaux, la lutte contre les périls des sachets plastiques. Les associations et ONG et les collectivités territoriales sont, pour le département de l'environnement, des acteurs clés dans la mise en œuvre des politiques publiques. Il faudrait que même si nous sommes non spécialistes, que nous puissions connaître ces tests-là et pouvoir les appliquer au niveau de nos collectivités et surtout organiser nos collectivités à appliquer ces tests-là et surtout à les appliquer à travers l'appui que nous pouvons apporter, c'est-à-dire l'appui au niveau de la sensibilisation, l'appui au niveau d'inscription des lignes budgétaires. Selon le secrétaire général du ministère, l'ensemble des citoyens burkinabés sont attendus sur le terrain des 4 luttes pour l'environnement, à savoir la coupe abusive des arbres, la divulgation des animaux, les feux de brousse et le péril plastique. L'amélioration des productions forestières et la résilience des populations au changement climatique préoccupent également le ministère en charge de l'environnement. Le sujet est au cœur des journées promotionnelles des semences forestières que le Centre national des semences forestières organise du 10 au 13 août à Ouagadougou. Ce centre affiche ainsi sa contribution à la lutte contre la désertification et le changement climatique au Burkina Faso. Le reportage de Paul David Bambara et Maïmouna Traori. À travers ces journées promotionnelles, le Centre national des semences forestières informe et sensibilise le grand public sur les résultats de ses travaux de recherche. À ce jour, il produit plus de 160 espèces de semences et de plants de qualité améliorée, des espèces alimentaires, médicinales et ornementales. Au CNSF, vous pouvez avoir le néré greffé, vous pouvez avoir le gibier greffé, vous pouvez avoir le karité greffé. Vous pouvez aussi avoir toutes les espèces locales que l'on peut maintenant, on connaît les technologies pour cultiver en pépinière et en plantation. Au niveau des semences également, nous avons plusieurs espèces locales. En plus de cela, vous avez également des herbacées. Il y a aussi l'amélioration du cadre de vie. Nous avons plusieurs espèces ornementales. Ces journées promotionnelles offrent l'occasion au centre de montrer sa contribution à la lutte contre la désertification et à l'amélioration de la résilience des écosystèmes au changement climatique. C'est réellement une promotion, une visibilité du département à travers le centre qui est pour nous le creuset de la recherche.
Qui dit reforestation dit recherche, dit conservation des espèces et également, bien sûr, les espèces, comme nous l'avons dit, aller dans le sens d'espèces améliorées, locales, adaptées à nos changements climatiques. Le Centre national des semences forestières entend poursuivre ses programmes de domestication des plants et travailler à être reconnu comme un centre d'excellence dans ce domaine. Et pour refermer le chapitre environnement de ce journal, selon la réglementation en vigueur au Burkina Faso, la sauvegarde de l'environnement est une obligation dans la mise en œuvre des différents projets de développement. Les promoteurs d'auberges de la ville de Ouagadougou veulent justement maîtriser cette réglementation. Ils ont été conviés ce samedi à une séance de sensibilisation et d'information sur les évaluations environnementales dans le cadre de leurs activités. Yacouba Gamine, Mariam Daou et Bouma Ernest Nebi. Le respect du code de l'environnement dans la réalisation de leurs activités, voilà ce qui réunit les promoteurs des auberges et le Bureau national d'évaluation environnementale. Nous, on entendait parler d'études environnementales, notices ou d'impact. Bon, je ne sais pas. C'est ce qui nous a poussé à aller à la base. Effectivement, nous avons l'atelier sollicité par l'association Bénéré pour voir dans quelles conditions mieux connaître les conditions leur permettant d'exercer tout en respectant l'environnement au regard d'un certain nombre de conditions dont ils sont désormais soumis au niveau du Bureau national des évaluations environnementales. Au cours de cette rencontre, les participants seront mieux outillés sur l'application des procédures du Bureau national d'évaluation environnementale et les coûts des différentes prestations. Vous savez que les auberges, bon, c'est comme des hôtels qui fonctionnent et qui génèrent aussi donc, des déchets, les questions par exemple de bruit, etc. etc. Et donc tous ces éléments sont pris en compte. Voilà pourquoi aujourd'hui ils ont souhaité nous approcher pour comprendre mieux, puisque nos prestations sont payantes. Voilà. Lorsque vous conduisez une étude, vous devez payer le consultant. Mais au niveau du Bureau national des évaluations environnementales aussi, il y a des droits fixes et des droits proportionnels qu'il faut payer donc, au Trésor. Le Bureau national des évaluations environnementales entend les jours à venir créer des antennes régionales pour mieux accompagner les promoteurs privés. Autre point de l'actualité, on s'intéresse ce soir à la bancarisation intégrale des salaires des agents de la fonction publique burkinabé. Le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement envisage son application à compter du 1er octobre prochain. Depuis mi-juillet, la communication est lancée en vue d'amener les agents encore au billetage à domicilier leur salaire dans les banques de la place. Mais quels sont les enjeux de cette mesure? Élément de réponse avec Moussa Ouedraogo, Oscar Soulama et Frédéric Etienne Bassenga. Dans un communiqué datant du 17 juillet 2017, le ministère de l'Économie, des Finances et du Développement envisage la bancarisation intégrale des salaires des agents de la fonction publique à compter du 1er octobre 2017. Ce sont donc un peu plus de 3 000 sur 165 222 agents de l'État qui sont appelés à domicilier leurs salaires dans les structures financières de la place. C'est une nécessité aujourd'hui. C'est une nécessité aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, trimballer de l'argent par devers toi, ou bien en tout cas, même ceux qui manipulent même les sous aujourd'hui, subissent des risques. Une fois que c'est bancarisé, ça veut dire que les fonctionnaires au moins, on sait que le salaire est domicilié et que le revenu peut être à tout moment vérifié. Ça va éviter notamment les règlements par biaitage. Là. À travers ce communiqué, c'est la sécurisation des paiements effectués par l'État qui est visée, mais aussi et surtout la modernisation de l'administration dans le domaine. Il n'y a pas un avantage particulier pour l'État en dehors du fait que l'État est rassuré de la sécurisation des salaires de tous les fonctionnaires. Parce qu'à quelque part, vous savez que l'État a le droit de sécuriser, a le droit d'assurer la sécurité de l'ensemble des citoyens et ses salaires aussi. L'État a le souci de s'assurer de la sécurité de ses salaires. Parce qu'un fonctionnaire qui gagne des problèmes avec son salaire, ce n'est pas évident qu'il soit aussi rentable le mois qui suit. Donc c'est ça d'abord l'intérêt. Et le second intérêt, comme je l'ai dit, nous nous inscrivons dans une réforme, dans une modernisation. Et la modernisation, c'est pour gagner à tous les niveaux. Gagner en coût,
gagner en temps, gagner en efficacité. Ce communiqué n'est qu'une étape dans la modernisation du ministère de l'économie, des finances et du développement. Selon le directeur général du budget, d'autres chantiers sont annoncés pour 2018. L'appurement du passif du foncier urbain a été au menu d'une conférence de presse que le réseau Dignité a animée ce samedi à Ouagadougou. Ce réseau dénonce l'attitude des membres des commissions d'appurement qui seraient à la base du passif du foncier urbain. Alors que le processus d'appurement n'a pas encore pris réellement son envol, le réseau Dignité estime déjà que l'État a échoué dans cette initiative. Plus de précisions avec Moussa Ouedraogo et Yarkiteda. À travers cette conférence de presse, c'est une invite à la mobilisation que lance le réseau Dignité. Ces réseaux d'associations, de mouvements et d'organisations dénoncent avec fermeté la composition des différentes commissions installées dans les arrondissements pour l'appurement du passif du foncier urbain dans la commune de Ouagadougou. Ceux qui ont contribué au désordre dans ce lotissement, ce sont les mêmes qui sont à la commande pour l'appurement du passif du foncier urbain. D'où viendrait la vérité et la transparence? Pour le réseau, beaucoup d'entre eux ont déjà démontré leur incapacité notoire dans ce domaine et il est temps de les retirer au profit des personnes qui répondent aux critères de transparence et surtout d'équité. L'idéal serait qu'on trouve des têtes neuves pour gérer le foncier là et ceux qui ont été impliqués de par le passé se mettre de côté, sinon ça va nous amener peut-être là où nous ne voudrons pas. Je pense qu'il y a lieu de prévenir un peu les crises. Le réseau reste et demeure convaincu que si et seulement si la transparence est de mise, justice sera rendue au peuple burkinabé car Ouagadougou ne manque pas de parcelles. Il y a suffisamment de parcelles dans la ville de Ouagadougou. Mais il n'y a pas suffisamment de parcelles pour les citoyens. Si vous prenez les 20 dernières années ou 30 pratiquement les lotissements qui ont été faits, le nombre de parcelles dégagées, si ça avait été utilisé rationnellement, beaucoup de Burkinabés pouvaient se loger sans difficulté. Il faut bien le faire, cela éviterait la mise en place d'une autre commission d'appurement de l'appurement du passif foncier, se convainc le réseau. Seni Sana et son réseau sont également persuadés que cela pourrait permettre de mettre fin aux fraudes massives, à la spéculation, aux accaparements et ventes illicites dont ils tiennent pour responsables les sociétés immobilières. Autre point de l'actualité, des vendeurs de bétail ambulants, on en trouve régulièrement dans la ville de Ouagadougou, notamment à l'approche des fêtes. Cette façon de vendre le bétail est une concurrence déloyale selon les commerçants de bétail installés dans les marchés de la capitale. Ils sont soutenus par le syndicat national des commerçants du Burkina qui invite les autorités à prendre des mesures pour mettre fin à cette concurrence déloyale. Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. Du désordre et même de l'anarchie dans le commerce du bétail au Burkina, et cela par la faute des vendeurs ambulants. En tout cas, c'est la conviction du Sinat Kombe, section commerçant du bétail. En montant au créneau, l'objectif est de dénoncer publiquement cette pratique jugée illégale à leurs yeux et source de beaucoup de préjudices. Ces pratiques insinuent le commerce de ce secteur et jouent négativement sur l'économie des honnêtes commerçants restés dans les marchés destinés à cette profession et celle de l'État aussi. Car si ces individus ne paient ni taxes ni prix de la location des emplacements de la commune et parfois même causent des accidents mortels dans la circulation. Nous demandons au maire de la commune de Ouagadougou d'utiliser ces moyens républicains pour éradiquer ces fléaux. Le syndicat, par la voix de leur premier responsable, invite les autorités publiques à prendre des mesures nécessaires afin de réglementer la situation. Au passage, il déplore les tracasseries policières et des rackets de toutes sortes. Leur mécontentement s'exprime également à l'endroit des douaniers qui leur exigeraient des taxes abusives. Restons avec les commerçants, mais cette fois à Ouayouguya, où le marché de cette ville a été fermé hier. Les commerçants de Ouayouguya exigent le départ du directeur de l'établissement public communal de développement. Il lui est reproché une mauvaise gestion financière et un manque d'entretien du marché. Des accusations que l'intéressé refute catégoriquement. On en sait davantage avec Abbas Traoré et Moussaki. L'émotion est encore visible à la mairie de Ouayouguya. Les commerçants du grand marché manifestent pour demander la démission du directeur de l'établissement public communal de développement EPCD
l'organe responsable de la gestion du marché. Monsieur Ouattara a vendu nos hangars là où nous faisons nos communiqués de rencontre sans nous aviser ni nous montrer l'argent. Nous avons beaucoup de problèmes. Les pavés du marché sont détruits. Pas de sécurité, faute de vigiles qui disent ne pas être payés il y a 3 mois. Et les caniveaux ne sont pas curés. Nous ne sommes pas contents du chef et nous ne voulons plus travailler avec lui. Des accusations que le dirigeant de l'EPCD conteste. Il affirme avoir commandité un audit de sa gestion du marché dont il a le résultat et avoir confié la sécurité du marché à une société de gardiennage. Là aussi, il dit ne pas être débiteur. Nous avons un contrat que nous avons signé avec une société de gardiennage. Nous n'avons pas de retard de paiement. Maintenant, concernant le curage des caniveaux, c'est vrai que il y a de cela 2 jours, nous sommes passés au marché, nous avons demandé le curage des caniveaux. Maintenant, on avait un budget quand même qui était un peu faible. Donc le président du conseil d'administration avait demandé qu'avec le démarrage de IMO, il allait mettre des équipes quand même pour s'atteler pour le curage. À la mairie de Waïguia, la tension reste tendue. Les commerçants campent sur leur position, celle du départ du directeur de l'EPCD. La première adjointe du maire convoque donc les 2 parties pour une concertation. Au sortir de ce conclave, M. Ouattara Baba Laoula accepte de se désengager de la cellule de gestion du grand marché de Waïguia. Vu la situation, moi j'ai décidé, je ne plus me mêler des questions du marché. Je démissionne de la gestion du marché. Mais les commerçants disent attendre une démission pure et simple de la part du directeur et non son désengagement de la cellule de gestion du marché. Le maire de la commune de Waïguia pourrait aussi s'entretenir avec les commerçants pour davantage apaiser la situation. On reste à Waïguia pour évoquer ce cas d'escroquerie de la part d'un individu qui se faisait passer pour un neurochirurgien. L'intéressé a séjourné dans plusieurs villes prétendant être en mission au nom du ministère de la Santé. Il a pu ainsi escroquer des gérants de structures d'hébergement à des millions de francs CFA. La gendarmerie de Waïguia, qui a pu mettre la main sur lui, l'a présenté à la presse le jeudi dernier. Qui sont Sida Irene Kabouré et Moussaki. Les faits incriminant le présumé faux neurochirurgien ici sur la photo remontent au 16 juillet 2017. Pour le capitaine Sawadogo Adama, c'est à cette date qu'il a usurpé le titre de professeur en médecine exerçant au ministère de la Santé pour louer une chambre VIP dans un hôtel de Ouagadougou et ce véhicule Land Cruiser, soi-disant pour son collègue étranger en mission. Du 17 au 30 juillet 2017, il a aussi séjourné dans des chambres à Zignaré, à Manga et à Zorgo sans en honorer les factures. Malgré tout, il arrivait à escroquer de l'argent aux gestionnaires des lieux. Après des vérifications effectuées auprès du Conseil national de l'ordre des médecins et du Conseil régional de l'ordre des médecins à Waïguia, il s'avère que cet individu n'est pas inscrit dans l'ordre des médecins du Burkina Faso. Voilà, donc les enquêtes de la brigade de recherche de gendarmerie de Waïguia ont permis donc de démasquer ce fait d'usurpation des titres. Pour l'adjudant Dianda S. Anselme, adjoint au commandant de la brigade de recherche, c'est le 31 juillet 2017 que cet homme est arrivé à Waïguia et a séjourné dans un hôtel de la place. Il a fait savoir au gérant qu'il sera en mission et que les frais étaient à la charge du ministère de la Santé. Là encore, il tente d'escroquer 20 000 francs CFA à un individu. Alors, nous avons été informés de ce qu'un individu, c'est du professeur de neurochirurgie, donc aurait des attitudes que faisant douter de son titre. Donc dès que nous avons eu l'information, nous avons rendu compte immédiatement à la hiérarchie, nous sommes transportés à sa résidence pour l'interpeller afin de comprendre. Donc arrivé, nous avons déclaré notre identité, et nous lui avons dit pourquoi nous sommes là. Donc en retour, il s'est présenté professeur de neurochirurgie. Donc nous l'avons invité alors à la sous-unité pour mener les investigations. C'est là maintenant ça a débouché sur ce que vous avez dit entendre lors du point de presse. Au dire du commandant de la brigade de gendarmerie de Waïguia, cet homme, présumé accusé d'usurpation du titre et usage de faux, a pu s'établir la carte nationale d'identité burkinabé avec de faux noms de parents. Durant son séjour dans les hôtels, il s'est aussi accaparé de bijoux, d'habits de femmes et d'objets d'art en bronze. Désormais, ce présumé faux neurochirurgien sera déféré devant le procureur, nous a confié le capitaine.
Retour à Ouagadougou pour s'intéresser à ce sujet, ou du moins à cette proposition qui fait déjà polémique et qui concerne la maîtrise de la démographie dans l'espace CEDEAO. Pour assurer un développement durable des États, les parlementaires de la CEDEAO proposent une politique de natalité réduite à 3 enfants par femme. Cette politique, qui pourrait entrer en vigueur d'ici à 2030, est diversement appréciée par les populations. Vous entendrez dans cet élément le point de vue de quelques citoyens et d'un spécialiste en démographie, Amadou Ilboudo et Mounira Keri. Une pyramide en forme d'entonnoir renversé. C'est l'exemple type du peuplement de l'espace CEDEAO. 320 millions d'habitants en 2012, avec environ 1000 enfants par an pour seulement 15 pays. La population de l'espace CEDEAO représente actuellement 40% du peuplement du continent. Avec cette croissance, les Nations Unies prévoient un boom démographique dans la zone d'ici à 2050. Si rien n'est fait, l'espace CEDEAO va franchir la barre du milliard d'habitants. Ce tableau représente les PIB des différents pays de l'espace en relation avec leur démographie. Le PIB par habitant est si bas qu'il illustre bien les caractéristiques d'un sous-développement. La solution proposée à cette bombe à retardement, la maîtrise du dividende démographique, soit 3 enfants par femme d'ici à 2030. Une politique de population qui est loin de faire l'unanimité. La Chine a plus d'1 milliard d'habitants, mais arrive à se nourrir. Nous ne sommes ni de près ni de loin d'accord avec la limitation des naissances. Ce serait trop de demander, de limiter les gens à 3 enfants parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un. Si la personne a les moyens, si le foyer, la famille a des moyens, il peut faire autant d'enfants qu'il veut. Nous ne sommes pas en Chine. À chacun son choix. Avant, les femmes accouchaient beaucoup, mais la vie était plus agréable. C'est une question de gouvernance. Aujourd'hui, les gens se disputent les terres cultivables. Il est mieux de concevoir tes enfants en fonction de ces moyens. L'objectif 3 enfants par femme ne doit en aucun cas être une mesure à imposer aux populations, soutient ce spécialiste des questions démographiques. Le taux de natalité d'un peuple est toujours fonction de son niveau de développement et de son point de vue, les parlementaires de la CEDEAO n'ont pas utilisé la meilleure formule de communication. Ils sont partis de bonnes intentions, de bonnes idées, de bonnes façons de faire. Peut-être la manière de présenter les choses n'a pas été la meilleure possible. On ne décrète pas la baisse là. C'est-à-dire que les comportements des humains, ce sont des comportements rationnels. Si quelqu'un fait beaucoup d'enfants, il a des raisons de le faire. Et passer aussi dans son environnement, ce nombre d'enfants lui permet de faire face à son contexte de vie. Mais l'objectif qu'on doit chercher, il faut que les gens puissent réduire leur fécondité. Dans l'absolu, le nombre ne constitue pas un obstacle au développement. Et à l'image de la Chine, du Nigeria ou de l'Afrique du Sud, l'expansion de la population de l'espace pourrait être utilisée comme une force économique, une opportunité pour un développement sûr. Tout est selon lui une question de volonté politique. Il faut qu'il y ait une politique de création d'emplois. Donc, éducation, c'est-à-dire former les gens. Ensuite, politique d'emploi pour employer les gens. Et aussi, un certain nombre de politiques économiques et sociales pour pouvoir utiliser cette masse de gens pour qu'ils puissent effectivement faire en sorte que la démographie puisse être un élément positif. La balle est donc dans le camp du politique qui a la lourde responsabilité de maîtriser la démographie sans contraindre les populations. Et selon Hubert Dabiré, seule la bonne gestion des ressources et des populations peut booster le développement dans l'espace CEDEAO. Et les populations locales et les communautés réfugiées coexistent souvent dans un climat de tension. Le Conseil danois pour les réfugiés se donne pour ambition d'anticiper et de prévenir les conflits constatés entre ces deux groupes de population. Il a initié une concertation sur la cohésion sociale à Gorom Gorom dans la province de Loudalan. Le point avec Alexis Ouedraogo et Seydou Ouzon. Dans un contexte sécuritaire marqué par des attaques terroristes dans le Sahel burkinabé,
Des suspicions pèsent souvent sur les réfugiés maliens au Burkina Faso, selon le Conseil danois pour les réfugiés. Une situation qui pourrait affecter la cohésion sociale, d'où cette rencontre dont l'objectif est de prévenir les conflits entre les populations locales et les